Bon, bien, bonjour à tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci aux organisateurs de m'avoir. Puis, on a deux sessions, une après l'autre, qu'on va fusionner ensemble, où on va parler de la perspective des patients, ben, de ma perspective, mais pour les patients, de la maladie IgG4 et essayer de parler un peu des nouveautés qui arrivent en maladie IgG4, parce que jusqu'à tout récemment, dans l'année, en fait, on n'avait pas de traitement approuvé pour les patients, mais maintenant les choses évoluent très rapidement avec beaucoup de nouvelles études pour essayer de bien prendre en charge nos patients. Donc, on va tester. Donc, prochaine diapositive. Donc, la première partie va être vraiment de comprendre la maladie liée aux IgG4. Donc, prochaine diapositive. Donc, en fait, je voulais commencer par un témoignage. Puis si vous étiez à la présentation tantôt, je pense que ça fait écho un peu à ce que je disais. Hein. C'est un patient qui rapporte. Hein. Tout a commencé par un gonflement indolore à la mâchoire. On a d'abord pensé à une infection, puis à un cancer. Puis après des mois d'examen, on a fait une biopsie, puis on m'a enfin nommé la maladie, une maladie liée aux IgG4. Prochaine diapositive. Puis, en fait, ce que les patients rapportent, hein, le plus troublant a été la méconnaissance de la maladie par son médecin. Euh, D'abord, le patient s'est senti démuni euh, jusqu'à ce qu'il rencontre un rhumatologue qui a après pu lui expliquer mieux c'était quoi les diagnostics, qu'il y avait à avoir des traitements, puis que le patient puisse, la patiente ici prenne confiance dans son parcours diagnostique. Puis je pense que ce qu'il faut adresser ici, c'est dans les maladies rares, puis c'était nommé souvent quand on arrive en première ligne ou vers des médecins qui sont pas, c'est pas leur expertise primaire. Puis des fois, ils connaissent pas du tout la maladie, donc c'est difficile pour eux. Mais je pense que ce qui est essentiel dans ces cas-là, pour les patients, c'est d'être des advocates pour eux-mêmes. Puis pour les médecins qui sont dans cette situation-là, c'est de référer dans les centres experts où là, il va y avoir des personnes qui, bien que ce soit des maladies rares pour les personnes qui s'intéressent particulièrement ou qui ont des cliniques sur ces maladies-là, puis on en a quand même plusieurs qu'on a rencontrées. Donc, on est capable d'avoir une meilleure perspective pour l'expliquer aux patients. Prochaine diapositive. Donc, on fait un peu ici notre feuille de route. Hein, on va essayer de parler un petit peu, c'est quoi la maladie IgG4? Qu'est-ce qui se passe dans le corps des patients avec la maladie IgG4? Les sites et les organes qui peuvent être touchés. Ici, ce ne sera pas exhaustif. C'est une maladie qui peut toucher beaucoup de systèmes différents, mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu plus fréquentes que d'autres. On va parler un peu du parcours diagnostique, le traitement et le suivi, puis on va essayer de parler peut-être des questions fréquentes que je me fais adresser par les patients quand on se rencontre, soit pour la première fois ou au suivi. Prochaine diapositive. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir sur la maladie IgG4, c'est une maladie qui a été reconnue vraiment seulement très récemment. Et c'est quand même rare en médecine qu'on ait des maladies si nouvelles qui sont identifiées. Il y en a dans le domaine de la génétique, mais pour la rhumatologie en général, nos maladies sont décrites depuis le temps des pharaons. La polyarthrite rhumatoïde, c'est connu depuis très longtemps. La maladie IgG4, c'est vraiment très récent. En fait, avant les années 2000, c'est pas que les choses n'existaient pas, les patients souffraient de maladies IgG4, mais les médecins n'avaient pas été capables de mettre toutes ces manifestations différentes chez des patients en dessous d'une maladie qui expliquait l'ensemble de ce que les personnes observaient. Puis après ça, vers 2003-2006, dépendamment de où on regarde, les médecins ont finalement compris un peu c'était quoi la maladie IgG4. Ils ont été capables de donner la maladie, de lui donner un nom, où on a vraiment appelé la maladie à IgG4. En 2019, on a eu des critères de classification pour aider les patients, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de traitement. Et on avait des études cliniques, mais il fallait trouver des patients qui étaient assez similaires entre eux pour pouvoir faire des études cliniques, pour éventuellement avoir des médicaments à leur donner. Donc, on a fait des critères de classification pour être bien capable de caractériser les patients pour les mettre dans les études. Puis en 2025, puis on a eu la première thérapie approuvée pour la maladie IgG4. Prochaine diapositive. Donc, en fait, qu'est-ce que la maladie à IgG4? En fait, bon, je l'ai écrit un peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie
fibro-inflammatoire chronique. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Inflammatoire, c'est causé par le système immunitaire, un système immunitaire qui ne fait pas exactement ce qui est supposé. Habituellement, il est supposé nous protéger contre les infections. Ici, c'est plus de l'auto-immunité. Notre système immunitaire se retourne un peu contre nous puis crée de l'inflammation dans nos organes de façon inappropriée. La deuxième partie, fibro, en fait, c'est une maladie qui va générer de la fibrose dans les organes. La fibrose, c'est un petit peu comme des cicatrices qui peuvent se développer sur plusieurs organes. Puis, la partie systémique, en fait, c'est que c'est une maladie qui a une forte propension à être ce qu'on dirait multicentrique. C'est très rare d'en avoir seulement dans un endroit. Souvent, on va en avoir à plusieurs endroits à la fois, ou du moins c'est une maladie qui a le potentiel de se répandre à plusieurs endroits. Donc, ça en fait une maladie fibro-inflammatoire. Donc, cette inflammation-là finit par fabriquer des masses dans différents organes qui peuvent laisser des cicatrices, puis dépendamment de où ces masses sont positionnées, ils vont finir par altérer la fonction de l'organe dans lequel elles siègent. Donc, en fonction de l'organe, on a des manifestations différentes. Puis, en fait, c'est ce qui a fait que, historiquement, ça a été difficile pour les personnes de mettre cette maladie-là sous un seul chapeau. C'est une maladie qui avait été identifiée, qui avait été vue, mais les médecins n'avaient pas nécessairement été capables de comprendre que c'était le même processus qui pouvait créer cette fibro-inflammation-là dans plusieurs organes. Un point que je remets ici, en fait, c'est que ces masses-là, souvent, quand on se présente à un médecin, les premières choses que les médecins vont penser, ils ne vont pas penser à la maladie à IgG4, c'est pour la dernière chose qu'ils vont penser. Puis c'est correct que ce soit comme ça. Les premières choses qui vont être pensées, c'est les infections, okay, qui peuvent donner des masses, et les cancers. Donc, c'est pas rare que les patients vont être envoyés dans un parcours oncologique. On leur dit ça ressemble à un cancer, ça ressemble à un lymphome, ou ça ressemble à une tumeur du rein. Puis ils vont avoir leur biopsie. Puis à la biopsie, le pathologiste va dire ah, finalement, c'est pas du tout un cancer, mais ça ressemble à une maladie inflammatoire, comme la maladie IgG4. Et là, les patients et leurs médecins vont changer de main pour venir vers la rhumatologie. Donc, on a quand même plusieurs patients qui viennent nous voir un peu surpris du changement de parcours, parce que quand on pense que c'est un cancer, bien évidemment, tout se précipite, on fait les biopsies, on va rapidement à l'hôpital, et là, à un moment donné, on dit « Oups, c'est pas ça du tout, finalement. » On prend un pas de recul. Donc, il y a des patients qui sont un peu surpris de ça, puis il faut accompagner cette surprise-là, puis leur expliquer pourquoi leurs médecins ont pensé au cancer en premier. C'est parce que plus souvent qu'autrement qu'on fait la biopsie, on trouve un cancer. Mais une fois de temps en temps, c'est pas le cancer. C'est peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'au moins la maladie IgG4, maintenant avec les traitements, c'est quand même un très bon pronostic. Donc, il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire pour ces patients-là. Prochaine diapositive. Donc, qui développe cette maladie? Donc, ça peut affecter tous les groupes d'âge, hommes et femmes. Il y a certains des groupes, par exemple, qui sont plus prédisposés à développer la maladie. Donc, on parle d'environ 1 à 2 cas par 100 000 personnes. Souvent, c'est des hommes blancs âgés. C'est le classique qu'on a. Donc, souvent entre 50 et 70 ans, puis des hommes blancs. Par contre, il y a une distribution assez mondiale. Il y a des cas qui ont été répertoriés partout. Puis on sait particulièrement au Japon, où ils ont été, je vous dirais, les premiers à être capables de mettre ensemble les pièces du casse-tête. On a une incidence qui est légèrement plus élevée dans cette population-là, mais probablement parce qu'il y a une plus grande... les médecins sont plus au courant. Ça fait plus longtemps qu'ils portent attention, donc il y a peut-être plus de diagnostics qui ont été posés, mais avec le temps, probablement que ça va s'aplanir, puis on aura des données beaucoup plus fiables dans quelques années. Prochaine diapositive. Donc, une des questions qu'on nous demande souvent, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est quoi cette fibro-inflammation-là? Donc, en fait, quand j'essaie de l'expliquer aux patients, j'essaie d'utiliser un petit peu les mots qui sont ici. Donc, la première des choses, c'est qu'on a un signal d'alarme injustifié dans notre corps. Notre système immunitaire s'active pensant qu'il doit répondre à une insulte ou à une injure
et le système immunitaire s'active pour faire face à une menace qui, ici, n'existe pas. Le deuxième point, les cellules du système immunitaire vont s'accumuler, puis vont finir par faire ces masses qui vont grossir. C'est les cellules du système immunitaire qui s'accumulent. Puis ces cellules-là qui s'accumulent ont des effets dans le tissu dans lesquels ils s'accumulent et ils vont engendrer la fameuse fibrose, qui est la formation de cicatrices au site où les cellules vont s'accumuler. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, en fonction de où les cellules s'accumulent, puis on va avoir des effets qui peuvent être très différents. Pour en mentionner seulement quelques-uns, des fois, ça s'accumule au niveau des glandes lacrymales et salivaires, donc les glandes du visage, puis les personnes vont avoir une sécheresse au niveau des yeux puis de la bouche. Des fois, ça va s'accumuler au niveau du pancréas, et là, les personnes vont faire des pancréatites. Donc, il y a plein de sites différents, on ne peut pas tous les nommer, mais en fonction de où les cellules s'accumulent, et on va avoir des cicatrices puis les manifestations en lien avec l'organe. La bonne nouvelle dans tout ça, par contre, c'est si on est capable d'intervenir rapidement quand on a peu de cellules d'accumuler, quand on a peu de cicatrices. Habituellement, on est capable de mettre un frein sur le processus, puis pas avoir des cicatrices qui vont donner des gros dommages à long terme. Donc, il y a quand même quelque chose qui est clé ici, c'est de trouver rapidement les patients qui sont malades pour les traiter le plus rapidement possible et pour empêcher que la maladie évolue. Prochaine diapositive. Donc, pour les personnes qui veulent un peu voir qu'est-ce que ça ressemble, ces fameuses bosses-là, je ne peux pas vous montrer toutes les bosses du corps, mais qu'est-ce que vous pouvez voir ici à la lettre A? En fait, c'est les glandes salivaires qui vont augmenter de volume, puis qui vont devenir dures et infiltrées, on dit. C'est une des masses qu'on peut avoir. En B, qu'est-ce qu'on voit? C'est les glandes sous la langue qui peuvent s'infiltrer. Puis quand ils sont infiltrés, puis les glandes arrêtent de fonctionner, ça va contribuer à la sécheresse au niveau de la bouche. Ici, qu'est-ce qu'on a en C, D et E? C'est les glandes autour des yeux qui vont devenir infiltrées. Quand ça s'infiltre, bien à ce moment-là, on peut avoir la sécheresse au niveau des yeux. Puis le dernier point, là, c'est sûr, c'est pas une image facile de voir, nécessairement de voir, mais vous voyez plein de flèches rouges. En fait, qu'est-ce que vous pouvez voir ici, c'est que c'est un visage juste coupé un petit peu en arrière, l'image. Puis qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'autour des yeux, dans le muscle qui permet aux yeux de bouger, les cellules s'accumulent. Puis là, à ce moment-là, ça peut donner des troubles. On n'est pas capable d'aligner les deux yeux parce qu'il y a une bosse qui empêche un œil de bouger. C'est ce qu'on appelle des pseudo-tumeurs orbitales. Le nom n'est pas important, mais je pense que ce qui est important de reconnaître, c'est que ça peut affecter autour des yeux, puis ça peut donner des problèmes de vision éventuellement. Prochaine diapositive. Donc, on a dit qu'il y a des cellules qui s'accumulaient. C'est quoi ces cellules-là qui s'accumulent? Bien, en fait, l'acteur principal, en fait, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes B. Puis souvent, on connaît les lymphocytes B parce que c'est ceux qui produisent les anticorps. Donc, est-ce que tu connais les anticorps? Oui. Donc, en fait, c'est quand même une cellule je dirais, qui est connue à cause de la production des anticorps. Donc, ici, par contre, ils ne font pas leur travail normal de produire des bons anticorps puis de nous défendre contre des infections. Ces lymphocytes B-là vont rentrer dans les tissus, vont s'accumuler, puis vont créer de l'inflammation. L'autre chose qu'ils vont faire, on dit qu'on crée de l'inflammation, mais ça fait une chose de plus précise, c'est que ça va recruter les autres cellules du système immunitaire, puis une des autres cellules spécifiques, ce qu'on appelle les lymphocytes T. Okay? Ces cellules-là, c'est les cellules qui souvent vont être responsables de faire des cicatrices dans les tissus ou de tuer des cellules cancéreuses ou infectées. Puis, à cause qu'ils sont recrutés dans l'environnement inflammatoire, puis ils vont favoriser la présence de cicatrices ou le développement de cicatrices. Donc, ces deux cellules-là vont marcher main dans la main, éventuellement, pour faire des dommages au niveau du tissu où ils vont s'accumuler. Donc, pourquoi c'est important, pourquoi ça compte de savoir que c'est ces cellules-là? En fait, c'est que maintenant, avec toute la science qu'on a, toute l'immunologie qu'on a,
bien, on a des traitements qui sont capables de cibler plus spécifiquement ces types de cellules-là. Puis, on essaie de faire des immunosuppressions, des traitements qui vont toucher le moins de choses dans le corps, puis qui vont juste vraiment toucher les cellules malades, puis qui vont empêcher la maladie de se propager, puis qui vont éventuellement traiter la maladie qui est présente. Donc, prochaine diapositive. Donc, on parle de cellules. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu de quoi ça a l'air, mais ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? En fait, de mémoire, c'est des glandes salivaires qu'on a. Puis, en fait, si on clique pour prochain, en fait, est-ce qu'on peut faire next une fois? Oui. En fait, vous pouvez voir ici des accumulations de cellules importantes qui sont apparues dans la glande. Donc, c'est ces cellules-là qui s'accumulent puis qui progressivement font la cicatrice. Prochaine diapositive. Donc, pourquoi on appelle cette maladie-là la maladie à IgG4? En fait, l'IgG4, c'est surtout un marqueur. Ce n'est pas nécessairement le grand coupable de la maladie, mais ça nous permet à nous de voir quels problèmes on a dans le système immunitaire. Donc, l'IgG4, à la base, c'est un anticorps qui est supposé être un anticorps anti-inflammatoire. Mais quand on a trop d'inflammation, on a de l'inflammation à long terme, puis cet anticorps-là va se mettre à augmenter. Puis pour nous, c'est un marqueur de la maladie. Donc, on peut retrouver l'IgG4 dans d'autres maladies, mais c'est quand même assez rare qu'il ait à des niveaux aussi grands que dans la maladie à IgG4. Donc, habituellement, on ne peut pas seulement se fier au taux d'IgG4 pour faire un diagnostic. Il faut intégrer ça avec la présentation clinique de la personne, la biopsie, les taux de maladie à IgG4, puis la réponse au traitement. Puis avec tout ça mis ensemble, on est capable de faire un diagnostic de maladie à IgG4. Prochaine diapositive. Donc, c'est une maladie qu'on a dit qui peut toucher beaucoup de systèmes différents. On ne pourra pas tous les nommer, mais on peut quand même en nommer quelques-uns. Donc, le signe typique de la maladie à IgG4, c'est des gonflements, habituellement indolores, qu'on va avoir dans différents organes. Des fois, on les trouve complètement par hasard. Des fois, ils ont apporté l'attention, soit d'un médecin ou soit d'un patient qui remarque qu'il y a une bosse qui est après apparaître puis qui va aller voir pour avoir de l'attention médicale. Parmi les sites fréquents qu'on peut avoir, on peut avoir la tête et le cou. On a parlé des glandes des yeux, les glandes lacrymales autour des orbites. Après ça, au niveau de l'abdomen, on peut avoir ces infiltrats-là au niveau du pancréas, les voies biliaires. On peut aussi avoir des masses sur les reins qui vont se développer. On peut en avoir aussi au niveau de certains vaisseaux sanguins. Le plus fréquent, c'est autour de l'aorte. En fait, ça fait une périaortite. Donc, c'est autour vraiment de l'aorte que ça peut s'accumuler. Puis, des fois, ça peut aller dans un endroit qu'on appelle le rétropéritoine. C'est un endroit qui n'est pas souvent bien connu, mais c'est dans le ventre, comme dans le fond du ventre. Il y a un endroit qui s'appelle le rétropéritoine. Puis, on peut avoir la fibrose qui va s'installer à cet endroit-là. Puis sinon, il y a d'autres organes comme les poumons, la thyroïde et éventuellement la peau où on peut avoir ces masses fibro-inflammatoires. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que ça fait vraiment au niveau de la tête et du cou? Donc, au niveau des glandes salivaires et lacrymales, donc les glandes salivaires pour la salive, lacrymales pour les larmes. En fait, on va avoir ces masses qui vont se développer. Puis souvent, une des plaintes qu'on va avoir, c'est la perte de la fonction de ces glandes-là. Donc, on va avoir la sécheresse buccale et la sécheresse oculaire qui peut se développer. Puis à ce moment-là, des fois, on parle de ce qu'on appelle le syndrome de Mikulicz. C'est une ancienne nomenclature. On essaie de plus l'utiliser, mais historiquement, avant que la maladie à IgG4 soit bien décrite, c'est le nom que cette atteinte portait. Autour des orbites, c'est vraiment dans les muscles qui entourent les yeux.
on peut avoir ces masses qui s'accumulent, puis à ce moment-là, ça peut gêner la vision, ça peut pousser l'œil, le faire dévier, et des fois, les personnes vont commencer à voir double, et c'est un signe que la maladie se loge là. Au niveau de la thyroïde, en fait, ça peut changer les fonctions de la thyroïde. Éventuellement, on peut développer ce qu'on appelle une hypothyroïdie, donc la thyroïde qui fonctionne moins bien à cause qu'elle est infiltrée par la maladie. Puis on peut avoir des atteintes au niveau des sinus, puis des ganglions qui peuvent devenir inflammés. Prochaine diapositive. Au niveau de l'abdomen, en fait, au niveau du pancréas, en fait, c'est une des manifestations qui est bien connue de la maladie à IgG4. Des fois, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le pancréas va s'inflammer, puis à ce moment-là, on va avoir des douleurs abdominales, puis des fois, ça peut aller, quand ça comprime les petits canaux autour du pancréas, jusqu'à des jaunisses. Une chose qui est en commun avec l'atteinte des voies biliaires et du foie, c'est ces petits canaux-là qui passent du pancréas puis qui vont jusqu'au foie. Quand ils sont écrasés, bien, on peut avoir la jaunisse, on peut avoir une perte de fonction de tous les enzymes et les produits qui sont sécrétés par le foie. Au niveau des reins, souvent c'est silencieux. Si on a une masse sur un rein, habituellement ça passe inaperçu. C'est souvent quand on cherche pour des manifestations autres de la maladie IgG4 qu'on les trouve. Mais si on a une atteinte directement dans le rein, des fois ça peut donner des insuffisances rénales où les reins vont fonctionner moins bien. Puis il faut traiter pour pas qu'il y ait de cicatrices qui se développent dans le rein. Au niveau du rétropéritoine, cette petite poche qui est dans le fond du ventre, qui est un autre site assez classique de maladie à IgG4. En fait, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a le petit tuyau qui relie les reins jusqu'à la vessie qui passe dans cette petite pochette-là. Puis quand il y a de la fibrose, mais ça peut écraser ces petits tuyaux-là, puis les reins ont de la difficulté à envoyer l'urine, et là, ça peut donner des problèmes au niveau des reins. Donc, c'est une des autres manifestations assez classiques. Prochaine diapositive. Donc, au niveau des gros vaisseaux, on parlait au niveau de l'aorte. Souvent, c'est asymptomatique, on n'a pas de symptômes au début, mais des fois, les douleurs au niveau de l'aorte, ça va donner des maux de dos. C'est une des choses qu'on peut avoir, mais souvent très difficile à dépister. Souvent, on n'a pas vraiment de symptômes. Au niveau des poumons, ça peut faire des épaississements. Au niveau des bronches, ça peut faire des petites... on parlait de masse, ça peut faire des petites masses dans le poumon. Au niveau de la peau, c'est un petit peu plus rare, mais ça peut faire des petits boutons qui sont habituellement un peu plus couleur chair, qui peuvent se développer un peu n'importe où sur la peau. Puis au niveau du système nerveux, un peu plus rare, mais l'enveloppe du cerveau peut être épaissie. C'est rare que ça attaque le cerveau comme tel. Donc, ce n'est pas vraiment le cerveau, autant que son enveloppe, qui peut être attaqué par la maladie à IgG4. Par contre, c'est une manifestation qu'on juge habituellement sévère, parce que quand l'enveloppe du cerveau a de l'inflammation, ça peut écraser ou irriter un petit peu le cerveau. Puis des fois, les personnes peuvent avoir des convulsions. Puis ici au Québec, où je pratique, quand on a une convulsion, mais on ne peut pas conduire pendant 6 mois après. Donc, ça a des gros impacts dans la vie des personnes. Donc, on veut que les personnes convulsent, évidemment, le moins possible. On ne veut pas d'autres crises après la première. Prochaine diapositive. Donc, ici, c'est un peu un visuel où on nous montre les 4 grandes catégories. J'ai essayé de passer à travers vous pour vous montrer les manifestations principales, mais souvent, les manifestations vont revenir en regroupement un petit peu plus typique. Donc, on a les personnes qui vont avoir les atteintes au niveau du ventre. Il y a les personnes qui vont avoir les atteintes au niveau des vaisseaux, puis du rétropéritoine, qui est la petite pochette dans le fond de l'abdomen. On va voir les patients qui vont avoir des atteintes vraiment plus au niveau ORL, donc au niveau du visage, les glandes du visage. Puis on va voir des patients qui vont avoir des masses un petit peu plus dans différents organes qu'on n'est pas capable de classer dans les 3 catégories précédentes. Ce ne sont pas des catégories qui sont hermétiques, mais c'est des catégories qui orientent un peu les grandes présentations qu'on va avoir. Prochaine diapositive. Donc,
au-delà des organes, hein, les signes généraux, les indices qu'on peut avoir. Donc souvent, qu'est-ce que les patients vont ressentir? Les patients vont avoir de la fatigue, on peut avoir des pertes de poids inexpliquées, secondaires à l'inflammation ou à des dommages qui sont prêts à être orchestrés au niveau des organes. Des fois, les patients peuvent manifester des symptômes qu'on va attribuer à soit de l'allergie ou de l'asthme ou de la rhinite. En fait, il y a des manifestations ORL. On peut avoir des sinusites en lien avec la maladie IgG4. On peut avoir les fameux gonflements indolores de différentes glandes qu'on peut remarquer. Souvent, on va avoir peu de douleur avec ces gonflements-là. C'est probablement une partie qui explique le retard diagnostique de plusieurs de ces présentations. Si ça faisait mal, je pense que les personnes viendraient nous voir plus rapidement. Il y a certaines manifestations qui font plus mal. Je vais nommer la pancréatite, on a des grosses douleurs abdominales, mais je dirais que c'est plus l'exception dans le spectre des choses avec la maladie IgG4. Souvent, c'est assez lentement évolutif. Souvent, il y a une bonne période où on est asymptomatique. Donc, bon, les indices de laboratoire, on a beaucoup de patients qui vont avoir les IgG4 augmentés, mais il reste quand même une personne sur 5 environ où les IgG4 ne seront pas augmentés. Sinon, on peut avoir d'autres stigmates d'une activation du système immunitaire où on peut avoir des cellules qu'on appelle les eosinophiles qui peuvent être augmentées, ou on peut avoir des IgE qui montrent souvent le petit terrain allergique qui accompagne plusieurs patients avec la maladie IgG4. Mais bien sûr, ce qu'on a souvent, c'est l'élévation des IgG4 qui est souvent très hors de proportion versus ce qu'on s'attendrait dans d'autres maladies où l'élévation peut exister, mais elle est habituellement pas très élevée. Donc, cette maladie-là, même si elle progresse très tranquillement habituellement, je pense que c'est important de dire que c'est pas juste une curiosité de glande qui enfle. Éventuellement, il peut y avoir des dommages aux organes. Puis de là, toute l'importance de traiter les patients et de prévenir les rechutes. C'est une maladie qui est souvent par poussée-rémission. Donc, on va avoir une poussée, on va traiter, on va contrôler, puis après ça, ça va revenir. Les rechutes sont très fréquentes. Donc, souvent, ce que je dis à mes patients, c'est si vous n'avez pas de rechute, en ne prenant pas de traitement, c'est probablement pas une maladie à IgG4 parce que 90% des personnes, si on pas un traitement soutenu, vont rechuter. C'est sûr, on ne sait pas maintenant avec tous les nouveaux traitements, peut-être que ces chiffres-là vont être différents, mais quand on traitait seulement nos patients avec la fameuse cortisone, les patients revenaient et refaisaient des crises de maladie à IgG4. Puis ce qui était vraiment incommodant, c'est qu'il y a quand même des manifestations qui peuvent être graves. Par exemple, les atteintes de la horte, les atteintes des reins, les atteintes des pachyméninges, les atteintes du pancréas. Donc, on ne voulait pas que nos patients fassent plusieurs crises. On voulait s'assurer que les patients ne fassent pas de crise, mais on n'avait pas des traitements qui nous permettaient nécessairement de les traiter à long terme. Donc ça, c'est après changé, parce que maintenant, si on les reconnaît tôt, on les traite. Ça reste une maladie qui se traite facilement. On est capable habituellement d'aider nos patients, puis avec nos nouvelles thérapies ciblées, on est capable probablement de les aider à long terme. Il nous manque des données sur le très long terme, mais on sait que sur un court à moyen terme, on est capable d'induire la rémission chez la vaste majorité de nos patients. Il y a seulement quelques patients qui se montrent résistants au traitement. Donc, c'est quand même encourageant par rapport à d'autres maladies où il y a plusieurs formes très résistantes. C'est quand même assez rare dans la maladie IgG4. Un coup qu'on a bien identifié la maladie, d'avoir des formes résistantes, c'est passablement rare. Prochaine diapositive. Donc, pourquoi le diagnostic est un défi? Puis je pense que c'est important pour les patients, surtout les patients qui ont eu une épopée diagnostique plus longue, qui va avoir pris des mois, voire des années pour avoir leur diagnostic. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut que le médecin ait le soupçon que ce soit une maladie à IgG4. Quand on a des masses qui commencent à nous apparaître au niveau des glandes, les premières choses que les médecins vont penser,
c'est les infections, c'est le cancer. C'est ça qui est au premier plan. Puis ça reste quand même des choses qui doivent être éliminées pour les patients dans un premier temps. Par la suite, il faut faire la preuve que c'est une maladie à IgG4. Puis il y a plusieurs, pour mettre tous les éléments ensemble, c'est relativement compliqué à faire étant donné que chaque patient vient avec un, un assortissement d'organes qui peut être différent. Donc, on a maintenant la capacité de faire des choses comme des TEP scans où on peut voir l'inflammation dans les différents organes. On peut faire les prises de sang qui peuvent nous montrer la maladie à IgG4, mais souvent, il faut se rendre à faire une biopsie puis prendre un petit morceau de ces masses-là pour les analyser en laboratoire puis pour voir que ça concorde avec une maladie à IgG4 puis pas une autre entité. Puis, dernièrement, écarter les imitateurs. Si je vous parle de mon expérience personnelle dans la clinique de maladie à IgG4, dans les personnes qui nous sont envoyées, on a environ une personne sur deux qui nous est envoyée et le médecin suspecte une maladie à IgG4 qui est finalement un autre diagnostic. Donc, seulement avoir les IgG4 augmentés, c'est pas suffisant. Il existe beaucoup de maladies qui peuvent ressembler à la maladie à IgG4. Donc, nous, il faut toujours faire très attention avant de dire à un patient, vous avez une maladie à IgG4, qu'on ait bien éliminé toutes ces autres entités qui ressemblent à la maladie IgG4. Certaines se traitent bien, certaines se traitent moins bien, mais il faut quand même les trouver pour pouvoir bien diriger les patients, puis pas donner une fausse réassurance non plus que c'est une maladie à IgG4. Puis le dernier point, déjà mentionné, on appelle la maladie à IgG4, quand on a les IgG4 qui sont très élevés dans le sang, ça nous aide au diagnostic. Mais on a quand même une personne sur 5 pour lesquelles la prise de sang elle est négative. On ne trouve pas les IgG4 dans le sang. Ils sont sûrement sur la biopsie quand on l'a fait. Donc, ce qui peut amener des délais dans la suspicion que c'est vraiment une maladie à IgG4. Prochaine diapositive. Donc, critères de classification, diagnostic, on essaie ça de faire ça simple, mais en fait, pour l'instant, on n'a pas de critères de diagnostic pour la maladie à IgG4. Je vais prendre 2 secondes pour vous expliquer un peu c'est quoi la différence entre des critères de classification et des critères diagnostiques, parce qu'en rhumatologie, c'est très important. Dans d'autres disciplines, peut-être un peu moins. En fait, on n'a pas de critères fixes où on dit si vous avez A, B, C, vous avez la maladie IgG4. Ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qu'on a qui se rapproche le plus de ça? C'est ce qu'on appelle des critères de classification. Les critères de classification qui sont basés, en fait, c'est un groupe d'experts ACR, EULAR, entre autres, où ils nous font combiner les indices de la clinique, d'imagerie, les indices de laboratoire, puis les indices au microscope. En fait, ces critères de classification-là permettent d'accéder à des études. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pour essayer d'identifier des patients qui sont assez similaires entre eux, où on a une forte confiance que c'est des patients qui ont tous une maladie à IgG4 pour qu'on puisse faire une étude puis voir si le médicament fonctionne ou pas. Ceci étant dit, vous pouvez avoir une maladie à IgG4 qui ne fait pas les critères de classification et à ce moment-là, vous avez la maladie, vous ne pouvez pas participer nécessairement aux études cliniques. Donc, pourquoi on s'encombre de ces critères-là? En fait, c'est pour avoir des études, puis pour avoir des études dans lesquelles on est capable de voir une différence, puis on est capable de faire les preuves que les médicaments fonctionnent ou pas, mais on n'a pas de critères pour dire qu'une personne, oui ou non, a la maladie IgG4. Vous allez me demander, mais comment vous faites en clinique? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ce que je vous dirais, en fait, c'est qu'on fait un peu la même chose que les critères de classification. Okay? On s'assure qu'on a des lésions qui sont compatibles, qu'on a la sérologie, la pathologie, et qu'on ait éliminé toutes les choses qui peuvent mimer la maladie IgG4. Dans nos critères de classification, on nous parle des organes typiques.
mais des fois, on a quelqu'un qui a un organe qui n'est pas typique. OK, cette personne-là pourrait ne pas remplir les critères de classification pour rentrer dans une étude clinique, mais moi, je pourrais dire, avec mon jugement, bien que ce ne soit pas l'organe habituel, toutes les choses qui sont autour ressemblent à la maladie IgG4. J'ai éliminé toutes les maladies qui miment, donc je pose un diagnostic de maladie IgG4. Puis pourquoi je prenais la peine de passer à travers ça avec vous, c'est aussi pour que vous compreniez à quel point c'est pas si simple. C'est pas un rhume, c'est pas où on fait un test, une prise de sang, puis c'est oui, non, vous avez pas le virus. Pour arriver à un diagnostic de maladie IgG4, il y a quand même plusieurs étapes qui doivent être faites en amont et ça contribue au fait que ça prend du temps, puis que souvent c'est des centres experts qui vont être assez sûrs d'eux pour faire les diagnostics, tandis que d'autres centres vont préférer différer à des médecins experts. Donc, tout ça mis ensemble fait que ça prend souvent un petit peu plus de temps. Prochaine diapositive. Donc, quand on fait vos analyses de sang, qu'est-ce que ces analyses de sang-là nous révèlent? Bon, plusieurs choses. Souvent, les anticorps totaux vont être augmentés. Bien sûr, les IgG4 peuvent être augmentés. On va avoir certaines cellules inflammatoires, les éosinophiles, les IgE, qui peuvent être augmentées, qui peuvent témoigner d'un terrain allergique qui souvent accompagne la maladie à IgG4. On peut avoir le complément d'ABC. Le complément, c'est des protéines qu'on a dans le sang qui aident à lutter contre les infections. Puis des fois, ils vont être abaissés, mais sans qu'on ait une infection. C'est un signe que notre système immunitaire est activé de façon inappropriée. Puis après ça, on va regarder les fonctions des différents organes. Comme j'ai dit, si on a une atteinte sur le foie, des fois les fonctions du foie vont être anormales. Des fois, si c'est les reins, mais les reins vont avoir des fonctions qui vont être anormales. Donc, on teste tous nos grands organes. Puis, des fois, bien, on va avoir aucune anomalie sur les prises de sang. C'est vraiment seulement la biopsie qui va être capable de nous montrer que la masse qu'on observe est compatible avec une maladie à IgG4. Prochaine diapositive. Donc, on fait souvent des images dans la maladie à IgG4. En fait, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que quand on en trouve à un endroit, environ 70% du temps, il y en a un deuxième site. Donc, souvent, on va faire beaucoup d'images pour essayer de s'assurer qu'il n'y en ait pas à d'autres endroits, parce que des fois, ça peut changer un peu l'agressivité de notre traitement. Souvent, les patients vont avoir des échographies, des scans ou des IRM, des organes qui semblent malades. Ici, au Québec, on est chanceux, on a facilement accès au TEP scan. Le TEP scan, en fait, ça donne une image de tout le corps, puis ça montre où il y a de l'inflammation. Le TEP scan est très bon pour trouver des sites additionnels dans lesquels on a la maladie à IgG4. Puis l'autre chose qu'on va faire beaucoup avec nos images, c'est on va comparer le avant-après. Quand on trouve une masse à un endroit, on traite, puis on va réimager le même endroit pour voir si la masse a fini par disparaître. Souvent, on est capable d'avoir une régression partielle, voire complète de la masse. Puis ça nous dit que notre traitement fonctionne. Puis au niveau du TEP scan qui voit l'inflammation, on est souvent capable de voir l'inflammation qui diminue puis qui finit par partir. Donc, ça peut nous donner des indices comme quoi la maladie est après rentrée en réponse. Prochaine diapositive. Donc, pourquoi on fait des prélèvements? En fait, je l'ai déjà un peu mentionné, mais une des choses, des fois, les prises de sang ne révèlent pas de signes assez suggestifs d'une maladie à IgG4, qu'on veut avoir un morceau de tissu. Puis le morceau de tissu aussi peut nous aider à éliminer des maladies qui ressemblent à la maladie à IgG4, mais qui ne sont pas la maladie à IgG4. Quand on fait la biopsie dans la maladie à IgG4, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut observer. La première des choses, on voit ces fameuses cicatrices qu'on appelle la fibrose, qui est une forme particulière, apporte le nom de fibrose storiforme. Je pense que la façon la plus simple que je pourrais vous dire, c'est un peu en tourbillon.
c'est qu'elle va dans toutes les directions au lieu d'être toute bien alignée. C'est une fibrose qu'on n'observe pas dans d'autres, on n'observe pas souvent dans d'autres maladies. Après ça, on va avoir beaucoup de cellules qui sont IgG4 positives. On va avoir des veines qui vont être bouchées par l'inflammation, ce qu'on appelle les phlébites oblitérantes. Puis, à la fin, on va avoir l'absence de signes qui nous font penser à toutes ces autres maladies. Donc, on ne verra pas de cellules cancéreuses, on ne verra pas d'infection. Ça, c'est très important parce que vous comprenez que même si ça ressemble beaucoup à la maladie IgG4, si je vois des cellules de cancer, c'est un cancer, puis on prend une autre direction. Est-ce que c'est toujours nécessaire, la biopsie? Je vous dirais que présentement, c'est très utile. Et des fois, on ne peut pas faire les biopsies. Il y a des endroits dans le corps qui ne sont pas faciles à biopsier. Il y a des organes importants où il y aurait des dangers de saignement importants. Mais la vaste majorité du temps, on va essayer d'avoir une biopsie. On va essayer de confirmer le plus possible notre diagnostic. Quand on n'est pas capable, des fois, il faut faire un diagnostic qu'on dit provisoire. Ça reste une hypothèse diagnostique. Il y a plus de chances que ce soit une maladie à IgG4 qu'une autre maladie, et on va traiter, mais on va surveiller l'évolution. Si ça évolue pas comme ce qu'on s'attend d'une maladie à IgG4, à ce moment-là, il faut réévaluer rapidement. Puis des fois, la biopsie qu'on ne voulait pas faire parce qu'on jugeait que le risque était trop grand, des fois, si on pense que finalement c'est un cancer, mais là, ça devient très pertinent de le faire. Donc, des fois, on rebalance les choses. Prochaine diapositive. Donc, je vous l'ai déjà mentionné, mais il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, il y a beaucoup de choses qui augmentent les IgG4. Il y a très peu de maladies à IgG4. Donc, dans notre clinique, je vous ai dit à peu près une personne sur deux qui vient avec une suspicion, finalement, une autre maladie. On trouve des cancers, des infections, puis d'autres maladies auto-immunes. Donc, en fait, c'est sûr qu'il faut faire des investigations qui sont assez complètes, assez complexes et assez longues souvent pour arriver à un diagnostic de maladie. Mais un coup qu'on a bien cerné notre diagnostic, je pense que c'est important d'avoir passé à travers toutes ces étapes-là parce que le diagnostic nous suit après pour la vie. Puis si on a bien fait notre diagnostic, on est sûr de ce qu'on fait, on est capable de traiter les personnes de façon appropriée. Puis quand je dis de façon appropriée, il faut toujours choisir l'intensité du traitement. Il ne faut pas trop traiter les personnes. On traite avec des médicaments qui jouent sur le système immunitaire. On peut éventuellement donner des infections. Donc, on ne veut pas trop donner de traitement pour donner des infections, mais on ne veut pas donner pas assez de traitement puis que la personne fasse des rechutes puis ait des cicatrices sur ses organes. Donc, il faut bien cerner notre maladie, sa gravité, puis après ça, on est capable de faire un traitement qui est ajusté. Prochaine diapositive. Donc, c'est une maladie qui est souvent en poussée-rémission, du moins dans le passé, elle était en poussée-rémission. Qu'est-ce que je veux dire par dans le passé? C'est que maintenant, on a des nouveaux médicaments qui semblent prometteurs pour qu'on ait beaucoup moins de rechutes. Mais l'histoire naturelle de la maladie, qu'est-ce qu'on veut dire par histoire naturelle? C'est si on ne donne pas de traitement, il faut juste regarder la maladie aller, bien souvent, c'est une maladie qui allait avoir des rechutes. Comment est-ce qu'on va suivre la maladie? L'examen physique, les prises de sang, nos imageries, puis on va regarder les symptômes des patients. C'est sûr que des fois, il y a des parties de la maladie qui est invisible. Donc, des fois, il faut faire les images. Des fois, les patients n'ont pas nécessairement de symptômes, mais des fois, on voit les IgG4 qui réaugmentent. Et à ce moment-là, pour nous, c'est un signe qu'il y a peut-être une partie de la maladie qui est invisible, qui est après revenir dans un organe qu'on n'est pas capable d'examiner seulement avec nos mains. Donc, on va suivre. Puis notre but, c'est toujours de prévenir les dommages au niveau des organes sans donner d'effets secondaires à nos patients. Prochaine diapositive. Donc, actuellement, on a plusieurs traitements. La première des choses, on a la cortisone, les glucocorticoïdes qu'on va donner. Souvent, ça va être capable de calmer la maladie rapidement. Après ça, le défi, c'est que si on donne seulement la cortisone, en fait, ce n'est pas un médicament qui est viable à long terme. Ça donne trop d'effets secondaires. Puis si on fait juste donner un petit peu de cortisone, arrêter, redonner un peu, arrêter, bien, on a des rechutes de la maladie qui sont assez fréquentes. Donc maintenant, on a eu
l'introduction des thérapies qui ciblent les lymphocytes B, les fameuses cellules qui produisent les anticorps. Puis quand on cible ces cellules-là, en fait, on est capable de fortement réduire les rechutes chez nos patients. Donc maintenant, en fait, on combine un peu dans notre approche le fait qu'on veut donner le moins de cortisone possible à nos patients, puis on veut qu'ils fassent le moins de rechutes possible. Donc maintenant, on a des outils pour essayer d'aider nos patients. C'est des traitements qui s'avèrent être très efficaces dans la maladie IgG4, donc c'est vraiment intéressant. Prochaine diapositive. Donc, la cortisone, c'est souvent étape par étape. Donc, souvent, on va donner un traitement initial avec une dose d'attaque. Après ça, on va baisser un petit peu la cortisone. Puis, on va toujours surveiller nos effets secondaires. La cortisone, ça peut augmenter le taux de sucre dans le sang. Ça peut donner de l'hypertension. Ça peut donner des troubles de sommeil. Puis, à long terme, ça peut affaiblir les os. Donc, on fait vraiment très attention. Les doses sont rarement fixées d'avance, en ce sens où il faut vous prescrire une dose fixe, mais on va monitorer puis on va adapter nos doses en fonction de votre réponse puis de vos effets secondaires. Le but est toujours de vous en donner le moins possible. Prochaine diapositive. Donc, en fait, si on fait seulement l'approche avec la cortisone, bien, on a 90% des patients qui vont avoir fait une rechute à 3 ans. Donc, c'est loin d'être optimal. Des fois, les organes changent. Donc, des fois, c'est un petit peu difficile pour les patients de eux-mêmes comprendre qu'ils sont à l'intérieur d'une rechute, puis de nous consulter à temps. C'est sûr qu'on fait des suivis, on fait des prises de sang, mais des fois, il peut y avoir un petit délai là. Puis les personnes qui avaient certaines atteintes typiques ou des IgG4 très élevées sont plus à risque de faire des rechutes. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec nos patients? On essaie d'identifier précocement les patients qui ont des rechutes. On essaie de faire de l'éducation aux patients qui sont les plus à risque de faire des rechutes. Le but étant toujours de faire une stratégie qui va permettre qu'on leur donne le moins de cortisone possible au long terme. Prochaine diapositive. Donc, nos options pour épargner la cortisone, en fait, la première des choses maintenant, en fait, c'est nos thérapies qui ciblent les lymphocytes B. Donc, on a des médicaments qui sont capables de baisser ces cellules qui font des anticorps, qui ont été approuvés, puis ils semblent être capables de prévenir beaucoup de rechutes chez les patients. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Chez les patients qui ne peuvent pas prendre ces médicaments-là, il nous reste des médicaments qu'on va appeler immunomodulateurs. C'est des médicaments qui vont jouer dans le système immunitaire où on peut essayer de baisser le taux de rechute. Des fois, il faut changer de stratégie au fur et à mesure que la personne vieillit, accumule d'autres maladies. Il faut toujours s'ajuster en termes de traitement. Puis on va parler dans la prochaine session un petit peu plus des médicaments, donc je ne vais pas trop en parler présentement. Prochaine diapositive. Donc, quand on parle de maladie IgG4, je vais parler des manifestations, des traitements, mais ce n'est pas tout. En fait, ce que je tiens à vous mentionner, c'est qu'il faut essayer de mettre toutes les chances de notre côté quand on va rencontrer notre médecin. Puis ça fait partie, essayer de se vacciner pour essayer de baisser nos risques d'infection. Parce que des fois, les infections, c'est ce qui fait qu'on n'est pas capable de traiter de façon optimalement un patient. Je ne peux pas immunosupprimer quelqu'un qui a une grosse infection. Donc, si on est capable de se vacciner, après ça, faire attention à notre santé osseuse. Si on donne la cortisone, on peut fragiliser nos os. Après ça, la surveillance est régulière. C'est important de venir à ces rendez-vous, de ne pas sauter nos rendez-vous, même quand ça va bien, parce que des fois, on a des signes que la maladie est après revenir, puis on est capable de l'intercepter avant d'avoir des gros symptômes. Puis, ce que je suggère à tous mes patients, c'est de s'entourer, de poser des questions, puis d'aller sur des sites qui ont une expertise en maladie IgG4. Comme on dit souvent, bon, sur Internet, tout est un peu démodé, mais il reste certains sites où ils mettent à jour les informations pour la maladie IgG4. Je pense que ça fait des ressources importantes pour être à jour, pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis avoir l'heure juste. C'est ça, vous pouvez toujours en parler à votre médecin, mais il reste des ressources en ligne qui sont importantes. Prochaine diapositive. Donc, des questions utiles à poser à votre équipe. C'est un peu mon idée ici, mais ce que je vous dirais, c'est
quels organes sont touchés chez moi? Est-ce qu'il y en a d'autres à surveiller? Je pense que c'est important pour les patients de bien connaître leur maladie, parce que si vous êtes hospitalisé dans un autre hôpital, puis que votre spécialiste qui vous suit pour votre maladie IgG4 n'est pas là, c'est important de savoir qu'est-ce que vous avez comme maladie pour le communiquer aux médecins. C'est sûr qu'eux, ils doivent chercher puis comprendre, mais si vous avez l'information, ça peut définitivement aider. Combien de temps vais-je devoir prendre des médicaments, puis quel effet secondaire à surveiller? Je pense que c'est une discussion qui est importante à avoir dès le début. Les nouveaux traitements sont-ils une option pour ma situation? Parce qu'il y a toujours des nouveaux traitements qui arrivent sur le marché, donc en discuter. Quel est l'objectif de mon traitement et comment saurons-nous s'il fonctionne? Puis ça, c'est une question que je pense qui est importante parce que des fois, après avoir suivi plusieurs patients, je me perçois que des fois, mes objectifs puis ma vision de c'est quoi un succès du traitement n'est pas nécessairement la même vision que le patient. Donc, si on est capable d'arriver à une définition commune, parce que des fois, pour le médecin, je ne cacherai pas que si on était capable de contrôler l'inflammation puis il n'y a plus de progression, on sent qu'on a fait notre travail. Mais s'il y a des dommages sur le pancréas, ben, mettons, la personne va rester avec un diabète. Puis même si je traite la patiente, le pancréas endommagé va continuer à avoir de la difficulté à produire de l'insuline, la personne va rester avec un diabète. Si on n'a pas été capable de bien véhiculer le fait que toutes les séquelles ne vont pas partir, il y en a qui vont rester, mais ce n'est pas nécessairement un échec au traitement, du moins dans notre perspective. Il faut le communiquer pour être sûr que les attentes soient bien partagées, puis qu'il n'y ait pas de déception plus tard si la personne s'imaginait, par exemple, qu'elle aurait pu se débarrasser de son traitement pour son diabète. Après ça, suis-je à risque de rechute? Que dois-je surveiller comme signe? Je dirais qu'habituellement, on dit à tous nos patients qui sont à risque de rechute, donc on les surveille. Puis, quel vaccin ou précaution dois-je prévoir avant de commencer mon traitement? C'est sûr qu'on va essayer de préparer les patients pour qu'ils tolèrent le mieux possible leur traitement et qu'il n'y ait pas d'effet secondaire de leur traitement. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce que les patients me demandent le plus souvent? Est-ce que c'est un cancer? Non, ce n'est pas un cancer. C'est une maladie du système immunitaire. Puis habituellement, on n'a rien fait pour le développer. Est-ce que c'est héréditaire? Non. Habituellement, il n'y a pas d'hérédité. Vos enfants n'auront pas la maladie IgG4. Vais-je devoir me traiter à vie? Ça reste un peu ouvert. C'est une maladie qui a des risques de rechute, mais on ne sait pas avec nos nouveaux traitements si on va être capable de freiner, puis peut-être qu'un jour, on n'aura plus besoin de traiter les patients de façon chronique. Mais cette question-là, ça fait partie du gris où je n'ai pas encore la réponse à 100%. Puis-je vivre normalement? Ce que je dis à nos patients, c'est que vous allez pouvoir faire la majorité des choses normalement. Par contre, en fonction des organes et des complications, des fois, il va y avoir certaines limitations, mais je pense que c'est important d'en discuter au début. Prochaine diapositive. Donc, l'essentiel en 4 points. La maladie IgG4, c'est une maladie qui peut se déguiser. Les taux d'IgG4, ça ne dit pas tout dans cette maladie-là. Il faut traiter tôt pour protéger les organes. Puis, on a raison d'être optimiste. On a la cortisone qui peut régler le problème temporairement, mais maintenant, on a plein de nouvelles thérapies qui peuvent traiter la maladie à long terme qui sont très efficaces. Donc, Donc, en fait, c'était la première partie. Alors, on peut passer à la deuxième partie, puis on fera les questions à la fin. Ça convient à tout le monde? Oui? Parfait. Prochaine diapo.